Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau journal, l'édition dont sans plus tarder voici le sommaire. À Lubumbashi, c'est un cas de cambriolage qui a été enregistré la nuit de lundi à ce mardi 2 mai au quartier industriel, plus précisément sur l'avenue Mahenge, où des malfrats armés ont fait irruption dans 4 maisons. Au total, où plusieurs biens, des valeurs et des sommes importantes d'argent ont été emportés. Les précisions, c'est au cours de ce 20h en international. Nous parlerons de cette poursuite des affrontements entre l'armée soudanaise et des paramilitaires qui se sont affrontés encore ce mardi. Des affrontements qui ont occasionné la mort de plus de 500 personnes et des milliers de blessés. Selon un bilan largement sous-évalué, les précisions, c'est au cours de ce 20h. Et tout d'abord, cette nouvelle concernant le monde entier qui s'apprête à célébrer la journée internationale la liberté de la presse. Mercredi 3 mai, cette année 2023 marque le 30e anniversaire depuis l'institution par les Nations Unies de cette journée qui se célèbre sous le thème la liberté de la presse comme moteur de tous les autres droits de l'homme. En RDC, cette célébration coïncide avec la promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en mars dernier de la nouvelle loi sur la presse. Cette loi régule notamment les conditions d'accès au métier de journaliste et consacre la responsabilité pénale, civile et professionnelle des journalistes et autres professionnels des médias. D'après le ministre de la Communication et des médias Patrick Muyaya, cette nouvelle loi sur la presse marque le premier pas de la marche vers la salubrité médiatique. Elle permet aussi de confronter ou de conformer le secteur des médias à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En éducation, les malles contenant les copies d'épreuves des examens hors session de l'examen d'État édition 2022-2023 sont arrivés lundi 1er mai à Kindu dans le Maniema. Ces épreuves sont prévues le 8 mai prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces questionnaires, l'arrivée de ces questionnaires face à, disons, à cette arrivée, la province éducationnelle de Maniema 1 se dit être prête pour l'organisation de ces examens dont le calendrier hors session pour le cycle court se présente comme suit. Jeudi 8 mai, épreuve des rédactions. Vendredi 9 mai, les épreuves traditionnelles pour les options techniques. Quant aux épreuves des pratiques professionnelles, elles sont prévues du mercredi 10 au samedi 13 mai prochain. Concernant le cycle long, la dissertation démarre jeudi 8 mai prochain, suivi des épreuves traditionnelles, des options techniques. Du mercredi 10 au samedi 13 mai sont prévus les examens de l'oral des Français. Et je l'ai annoncé tantôt au sommaire à Lubumbashi, c'est un cas de cambriolage qui a été enregistré la nuit de lundi à ce mardi 2 mai au quartier industriel, plus précisément sur l'avenue Mahenge, où des malfrats armés ont fait incursion dans 4 maisons au total, où ils ont emporté plusieurs biens de valeur, dont des sommes importantes d'argent. Rachidi Moulinda nous en fait le point. Ce débris des vitres qui traîne encore sur les sols est l'un des signes qui marque le passage des bandits en main armée dans ces maisons. La nuit du lundi au mardi 2 mai vers 1h du matin, les bourreaux ont fait incursion dans 4 maisons situées sur l'avenue Mahenge au quartier industriel. Sur place, les constats étaient amers. Les portes ont été défoncées, le chaises des salles à manger ont été aussi saccagées et le bien des valeurs de la maison emporté, y compris une somme importante d'argent. Comme ils cassaient les vitres, ils cognaient la porte ne s'ouvrait pas. Ils sont partis chercher des ciseaux, des gros ciseaux là. C'est avec ça qu'ils ont commencé, ils ont coupé. Comme le gardien ne sortait pas, ils ont commencé à couper la porte. Quand ils sont entrés, ils ont commencé à fouiller partout. L'argent qu'ils ont pris les téléphones, ils ont débranché avec les chargeurs, les PC, ils ont pris avec les chargeurs. Et même les powerbanks qui étaient là-bas. Maintenant, comme ils ne me trouvaient pas, ils ont commencé à fouiller les histoires, les habits. C'est maintenant que quand ils m'ont touché, parce que j'avais mon pantalon ici, ils croyaient que c'était un habit qui était accroché. Ils ont senti que c'était non, c'est quelqu'un. Ils m'ont pris, ils ont commencé à me taper là-bas. Et puis ils ont porté, quand ils ont vu qu'ils avaient déjà tout pris, ils ont porté la télé,
et les autres histoires ici sont là. Informé sur cette situation, Camille Toumba, chef du quartier industriel, s'est rendu matinalement sur les lieux du crime. Nous sommes au grand regret. C'est pas intéressant, mais je crois que nous allons faire un effort de renforcer la sécurité le soir au niveau des rails pour pouvoir éradiquer cette situation. Ils sont d'emporter l'argent et le bien de la maison. Pour nous, c'est vraiment triste. Mais nous demandons à la population de faire un effort, d'avoir quand même un système de sifflets comme nous avons toujours demandé. Parce que quand il y a des sifflets, on sait facilement sensibiliser les voisins. Et dans ces cas-là, l'intervention peut venir aussi vite. Les regards de cette pauvre population restent braqués sur les autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée pour assurer la sécurité des Louchois et de leurs biens. Et puis, à moins d'une semaine, la ville de Lubumbashi vient d'enregistrer 2 morts ici dans des circonstances vraiment particulières. Il s'agit des 2 garçons décédés alors qu'ils pratiquaient les activités sportives. Cet incident remet sur la table la question des préventions des tels décès en lieu sportif et que faire en termes des procédures judiciaires en cas de décès. Cette question a été adressée à Maître Désiré Kassakula. Il est avocat au barreau du Haut-Katanga et répond au micro des Ghislain Bafouinier, Roli Lokinda. On l'écoute. Nous devons d'abord savoir sécuriser nos enfants. Nous devons savoir sécuriser les personnes et leurs biens dans notre pays. Parce que ici, ça commence à être maintenant autre chose. D'abord, la présence de l'arme sur un terrain de football ou bien un terrain de jeu, c'est interdit, ça ne peut pas se faire. C'est aller faire quoi? Saisir d'abord les instances. Vous savez, dès qu'il y a un problème comme ça, vous devez d'abord trouver la police la plus proche, qui a sa mission de sécuriser les personnes et leurs biens, constater d'abord ce qui s'est passé sur le terrain sur base d'un PV. Et en ce moment-là, l'OPJ verbalisant aura récolté des données sur le terrain pour communiquer à qui des droits avec exactitude ce qui s'est passé sur le terrain, parce que lui est sous serment, ça fera foi. Contrairement à ce que vous irez faire, ramasser des informations par-ci et par-là, sans qu'il y ait un PV de constat d'un OPJ à compétence générale. Alors qui doit le faire? Et il y a présence de l'arme et quelqu'un qui est mort par balle. Directement, vous allez à l'auditorat militaire, qu'on essaye d'identifier celui qui a tiré. Parce que si vous ramassez même une balle, ou bien comment, on va directement déterminer la catégorie de l'arme qui a tiré. Et maintenant, si vous allez vers son chef là-bas, même s'il s'est caché, on va le découvrir que c'est un tel qui a tiré. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que l'État a prévu dans des cas pareils? Vous savez, si il y a les jeux qui se passent, est-il permis à ce que chaque personne ait une arme, même celui... c'est pas normal et c'est pas possible. Ce n'est pas n'importe qui peut se présenter dans un terrain de football, dans un terrain de jeu, des enfants. Imaginez un peu les enfants des mineurs. Pardon, président de la salle des fêtes, La Bonté, il s'agit de ce nouvel espace polyvalent qui a été inauguré en ce mardi dans la matinée par son propriétaire, le DG Bonté Amici. C'était au cours d'une cérémonie qui a rassemblé une assistance nombreuse et animée. Les précisions dans ces images et commentaires des Gracien Kissimba et Aline Chabali. La cérémonie a commencé par une prière solennelle qui a été suivie de la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture officielle de la salle. Seigneur, en entrant et en inaugurant cette place, nous déclarons d'abord que ce lieu t'appartient, pas pour un jour, et t'appartient pour toujours. Le propriétaire Bonté Amici était présent pour accueillir les invités et les convier à découvrir les différentes installations.
La salle Bonté est un lieu polyvalent destiné à accueillir une variété d'événements tels que des conférences, des séminaires, de mariages, des anniversaires, des soirées dansantes, des concerts et bien plus encore. L'assistance était nombreuse pour l'événement inaugural. Le directeur des Bonté Services SARL, Bonté Anissi, a expliqué que cette salle représente une nouvelle opportunité pour les habitants de la ville de Lubumbashi de se réunir et de célébrer les différents événements. L'activité au jour d'aujourd'hui a consisté à l'inauguration de certaines activités et aussi de la délocalisation de notre direction générale des Bonté Services vers son nouveau logis. Nous allons dire aux gens qu'ils ne seront pas d'ici, qu'ils puissent venir nous visiter. Il y a un très bon cadre qui a été aménagé pour eux, pour toutes sortes de cérémonies. Ils sont les bienvenus et ils ne seront pas déçus. C'est un très bon cadre, à moins cher, et ça fera une fierté pour tout le Lubumbashi. La salle de fête Bonté est située sur le boulevard Fachi, ex-chaussée de Kassinga, au numéro 2225, référence résidence Marie-Isabelle, commune de Kampemba, dans la ville de Lubumbashi. Et puis à Lubumbashi, comme dans les restes des villes de la République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui que les habitants, la plupart, ont repris leurs activités au lendemain de la célébration de la Journée internationale du travail observée chaque 1er mai. Ici à Lubumbashi, l'intersyndicale du Haut-Katanga a mis le point sur le réajustement du salaire des tout employés. Ce qui remet sur la table est la question de la création de l'emploi en RDC comme ailleurs que prévoit le Code du travail d'abord au pays. La question a été adressée à Joël Mokamba qui insiste sur le Code du travail au pays. On l'écoute au micro de Jérémy Jaffari et Jémy Mamopou. Les employeurs plutôt sont appelés à respecter les codes du travail. Vous savez bien que l'âge de la retraite est fixé à 65 ans au niveau du Code du travail et ceux qui arrivent à atteindre cet âge doivent être mis à la retraite pour avoir servi l'entreprise, pour avoir servi l'État congolais. Ils sont mis à la retraite et pris en charge par la sécurité sociale pour ceux qui relèvent, pour les travailleurs qui relèvent du Code du travail et que les places vacances, en fait, pour les jeunes qui doivent embrasser également le monde du travail. Mais aussi, il y a un autre créneau qui consiste à promouvoir ou à développer l'entrepreneuriat, créer leur propre business, monter les activités génératrices de revenus, ce qui contribue donc à l'essor économique du pays dans l'ensemble et en particulier de notre chère province. Cette célébration, la journée du travail observée le 1er mai dernier. La rédaction d'América Télévision a fait un zoom sur un jeune qui travaille dans un service des car wash, soit le lavage des véhicules, mais aussi a fait le point sur les conditions de travail en général en RDC. Les précisions dans cet élément de Jérémy Jaffari et Jémy Mamopou. Il n'y a pas des sous-métiers, il n'y a que des sortes de gens, dit-on. Tout travail a une valeur et requiert de qualité chez le travailleur. C'est au travers de ce principe que Prince Kassongo passe chaque jour son temps à laver des véhicules. Il n'est pas complexé, mais il est courageux et un débrouillard. La vie que nous voyons aujourd'hui, on ne connaît pas ce que Dieu réserve d'après nous. La vie appartient au courage. Si tu restes à la maison, attendant que tout provienne des parents, tu ne seras pas un bon travailleur, car les parents peuvent mourir. Quel sera ton sort? Prince Kassongo n'est pas illettré. Il a décroché son diplôme d'État en biologie-chimie. Il est âgé de 20 ans. Étant donné qu'il n'a pas encore trouvé mieux, il ne croise pas le bras à la longueur de journée à la maison. Il se fait gagner de l'argent rapidement grâce au lavage des véhicules personnels, un métier méprisé par plusieurs jeunes de son âge à Lubumbashi. Mais le seul problème que j'ai vu encourager les jeunes, il faut travailler dans la vie. Les conditions du travail en République démocratique du Congo n'y sont pas bonnes pour ces travailleuses. Même ceux qui vendent les tomates, ceux qui vendent les oranges sont aussi les travailleurs. Mais ici en République démocratique du Congo, la population ne considère pas leur travail comme il faut. Quant à ces travailleurs, les 8 heures du travail sont quand même respectées. Au début, ce n'était pas 8 heures. Les travailleurs pouvaient travailler toute la journée, c'est-à-dire
pouvait entrer au service à 6 heures pour quitter à 18 heures. Et aujourd'hui, les 8 heures de travail, bien sûr, c'est respecté. Réellement, est-ce que les jeunes de la RDC sont-ils appelés à s'écrier de l'emploi ou d'être des quémandeurs d'emploi? Répondre, qui pourra? Et c'est encore un énième cas de vol à la Société nationale d'électricité SNEL où 3 présumés voleurs ont été arrêtés nuitamment au répartiteur sud de cette entreprise en voulant se sauver avec près de 8 bidons de 25 litres d'huile électrique puisés dans un transformateur des réserves. Les 10 présumés malfrats ont été acheminés au 3e régiment d'infanterie spéciale de la garde républicaine. Les précisions dans ce reportage des Roli Lokinda et David Kamamba. Ils sont 3 à se faire prendre la main dans les sacs dans l'enceinte du répartiteur sud de la SNEL, la nuit de lundi à mardi 2 mai 2023. Habitués de franchir les limites du dit répartiteur implanté dans la commune de Lubumbashi, ce présumé voleur n'ont pas eu cette fois la barricade et s'échapper avec près de 8 bidons de 25 litres d'huile puisée dans l'un des transformateurs de ce répartiteur de la SNEL. Dès beau matin, le directeur régional sud Jean-Marie Moutombo s'est rendu sur place pour s'en rendre compte. Hier la nuit vers 20h30, 21h, les éléments commis à la sécurisation de ces installations ont mis la main sur un groupe de voleurs qui sont habitués à venir prendre les conducteurs en cuivre et aussi soutirer les huiles électriques dans les transformateurs qui sont hors service. Voilà pourquoi il fallait, avec la délégation venue de Kinshasa, dont notamment l'assistant du directeur général, il était question qu'ils viennent voir ce que nous vivons ici au Katanga. Et ce sont ces actes qui favorisent pratiquement les perturbations, les délestages et les retards d'exploitation, parfois des lignes et de certains équipements électromécaniques. Aussitôt appréhendés par les éléments de la GR commis à la garde de cette station de distribution d'électricité de la SNEL, les 10 présumés voleurs ont été acheminés au camp Kimbeimbe, le 13e régiment d'infanterie spéciale de la garde républicaine, qui commande les colonels Babadi Bakende Jean-Philippe. Nous sommes contents que la SNEL est venue pour contempler le travail fait par la garde républicaine. Et comme toujours, nous sommes là pour non seulement sécuriser la SNEL, mais aussi la population, et aussi nous attacher à nos missions comme nous sommes obligés de le faire chaque fois. Nous profitons de l'occasion pour dire à la population civile de ne pas vraiment s'attaquer à la SNEL parce que c'est un patrimoine de la nation. Et nous n'aurons pas à laisser libre quelqu'un qui veut s'engager contre l'économie du pays, contre le patrimoine. Étant juste des pions dans l'histoire, ces présumés malfrats sont questionnés afin de démanteler le cerveau moteur de tous les réseaux, à en croire les commandants du 13e régiment d'infanterie spéciale de la garde républicaine. Et dans le reste de l'actualité internationale, les premiers corps des 109 victimes d'une secte chrétienne au Kenya ont été autopsiés ces dernières heures. Selon les premiers résultats dévoilés lundi, les décès auraient été causés par la faim, mais aussi l'asphyxie. Ces opérations d'autopsie ont été lancées par le ministre de l'Intérieur kenyan et devront prendre au moins une semaine. Jérémy Jaffari nous en fait le point. Leur est à présent à autopsier le corps des personnes retrouvées mortes dans le cadre de l'enquête sur une secte religieuse au Kenya. Lundi 1er mai 2023, les enquêteurs ont déclaré que l'autopsie a été effectuée sur 10 corps, dont 9 enfants âgés de 1 à 10 ans et une femme adulte. Un pathologiste kenyan a précisé que le corps présentait les signes de famine et dans certains cas d'asphyxie. Des échantillons d'ADN de plus de 100 corps seront donc prélevés afin de le comparaître avec ceux de parents qui ont signalé la disparition de leurs proches. Selon les sources kenyanes, plus de 300 personnes ont été portées disparues. Au moins 109 personnes, dont une majorité d'enfants, sont mortes dans la forêt des Chakaola.
Quelques personnes qui ont été découvertes vivantes sont décédées sur le chemin de l'hôpital. Depuis le 14 avril, plus de 70 dépouilles ont été retrouvées dans une forêt de l'Est du Kenya. Il s'agit de membres de l'Église internationale des Bonnes Nouvelles, dirigée par le pasteur Paul Mackenzie. Ce dernier a été ancien chauffeur de taxi d'une petite ville du Kenya, devenu le pasteur d'une église de 3000 fidèles. Il a été accusé d'avoir poussé les fidèles à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus-Christ. Soupçonné dans cette affaire, Ezekiel Odoro, l'un des pasteurs célèbres du pays, a été arrêté. Lui et son collègue doivent comparaître devant les tribunaux de 2 villes différentes. Tout a été prévu pour ce mardi. Et selon le premier résultat de l'autopsie, ces décès auraient été causés par la faim, mais aussi l'asphyxie, ce qui remet sur la table la question de pendant combien de temps l'homme peut résister à la famine, soit sans manger. Eh bien, cette question a été adressée au docteur Lindo Mangani, qui tente d'y répondre au micro des Jérémy Jaffari et Forlan Tamboué. On l'écoute. Nous avons une bonne partie qui revient de la masse musculaire. Vous voyez, il y a une partie de l'eau dans le corps humain qui est bien sûr divisée en termes de secteurs, et puis il y a des électrolytes, donc des substances qui sont dans la quantité d'eau que la personne peut posséder dans son corps. Alors, une personne qui ne mange pas, sans nourriture, on peut tenir 30 jours de survie. Alors ce qui se passe en réalité, c'est que dans le corps humain, tout ce que nous avons comme réserve, vous voyez, déjà pendant la première phase, la quantité de sucre sera utilisée, vous voyez, et pendant ce temps, la personne pourra acquérir quelques fatigues. Et dans la deuxième phase, quand le réserve et que le glucose qui devait soutenir le corps vont devoir être utilisés jusqu'à sa fin, alors le réserve en termes de protéines, vous voyez, sera converti dans l'organisme par plusieurs mécanismes pour être mis en circulation, que la personne arrive à tenir. Alors si ces réserves-là entament déjà 30 à 50%, il y aura encore une fonte musculaire qui va devoir se créer et la personne peut apparaître encore de plus en plus faible. Et à la troisième phase, c'est alors que les réserves sont consommées au-delà de 30%. Et pendant cette phase-là, c'est alors que tout peut devenir fatal. Vous savez, il y a des fois, les gens font le jeûne, entre guillemets, parce qu'ils sont de telle autre religion, ils arrivent à faire ça, mais on voit les gens tenir pendant autant de jours. Et je dois me répéter pour dire qu'on peut se priver du repas, mais quand on consomme de l'eau, on permet à son organisme de se maintenir. Restons toujours en international pour parler des combats acharnés qui se sont poursuivis ce mardi au Soudan entre l'armée et les paramilitaires, ignorant une trêve constamment violée, alors que l'ONU s'alarme de la catastrophe humanitaire et du manque d'aide internationale. Des témoins confirment des bombardements aériens dans différents quartiers de la capitale en proie au chaos depuis que les chefs de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son second Mohamed Daglo, à la tête des paramilitaires des forces des soutiens rapides, sont entrés en guerre pour le pouvoir le 15 avril dernier. Ces affrontements ont occasionné la mort de plus de 500 personnes, principalement à Khartoum et au Darfour, et des milliers d'autres blessés selon un bilan largement sous-évalué. Il faudra noter qu'une nouvelle trêve violée dès son début doit s'achever mercredi à minuit, mais elle permet aussi de poursuivre les évacuations. La Russie, le Pakistan et d'autres pays ont ainsi annoncé mardi avoir évacué des centaines de leurs ressortissants. Plus de 330 000 personnes soudanaises et réfugiés venus d'autres pays d'Afrique ont été déplacés et 100 000 sont partis vers les pays voisins, selon l'ONU, qui s'attend à 8 fois plus des réfugiés si la guerre continuer.
Et voilà tout pour cette édition Vespera de ce mardi. Madame, messieurs, un immense remerciement pour tout ce qu'il aviez suivi. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Moi, je vous retrouve dans une autre série d'actualités demain à la même heure. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne soirée à tous.